Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir encore redonné la parole pour la troisième fois, pour la suite et la fin de mes plaidoiries dans cette affaire, sous réserve bien entendu d'un second tour pour d'éventuelles répliques. Monsieur le Président, honorables assesseurs, la fois passée, j'étais sur les répliques aux réquisitions du ministère public et je vais continuer avant de résumer mes plaidoiries. Monsieur le Président, je disais que le ministère public, dans ses réquisitions, a tenté de vous faire croire que mon client, le colonel Blaise Goumou, aurait fait des contradictions dans son PV d'interrogatoire et dans ses déclarations à cette barre. Mais, Monsieur le Président, en lisant le PV d'interrogatoire du colonel Blaise Goumou et en écoutant aussi ses déclarations à cette barre, contrairement à ce que le ministère public dit, M. Blaise Goumou n'a fait aucune contradiction. Il est resté plutôt constant dans ses déclarations depuis le pool des juges d'instruction jusqu'à même à la phase des confrontations. Il est resté constant, il est resté serein. Il n'a jamais déclaré s'être retrouvé au stade contre toute attente, non. Il a plutôt déclaré que c'est dans le cadre, c'est en exécution du plan de ce jour, de la planification de ce jour, qu'il était sorti avec son équipe et ils se sont rendus à l'esplanade du stade. Et je ne vais plus revenir sur l'itinéraire que j'ai déjà décrit. Donc, il n'a jamais dit qu'il s'était retrouvé au stade contre toute attente. Non. C'était dans l'accomplissement de sa mission de patrouille diurne et d'encadrement de la manifestation de ce jour. Donc, il n'existe aucune contradiction, ni la moindre variation entre les déclarations du colonel Blaise contenues dans son procès verbal d'interrogatoire devant le cours des juges d'instruction et celle faite devant votre juridiction de jugement. Ce sont plutôt, s'il allait de parler de contradiction, de contrariété, ce sont plutôt les déclarations, en tout cas de certains témoins du parquet, qui contiennent beaucoup de contradictions, beaucoup de contrariétés, notamment des nommés Mamadou Soumaro, Youssou Touré, alias Zoli, colonel Oumar Sano, pour ne citer que cela, dont j'ai fait mention la fois passée, et je crois qu'il y a relevé beaucoup de contradictions et de contrariétés, beaucoup de contre-vérités. Donc, le colonel Blaise est resté constant. En outre, le colonel Blaise n'a jamais déclaré avoir vu le commandant Toumba et ses éléments en train de tirer dans tous les sens. Et là, je réitère, il a plutôt dit des tirs de sommation. Donc, tir de sommation, c'est sur le plan vertical. Il n'a jamais déclaré aussi avoir mis beaucoup de temps à l'esplanade. Il n'a même pas passé, en tout cas plus de 15 minutes à l'esplanade.
Le rapport de la commission d'enquête dont j'ai parlé la fois passée, ce rapport, comme je l'ai dit, n'est qu'un recueil de renseignements dont le contenu ne saurait être opposable au colonel Blaise Goum. Sur le prétendu encadrement des recrues de Kaléa, j'ai largement exposé la fois passée, je ne reviens plus là-dessus. En tout cas, le ministère n'a produit aucune preuve de ces allégations dans ce sens. Sur les prétendues séquestrations, tortures, aucune preuve, aucune victime n'a dénoncé le colonel Blaise comme étant le présumé responsable de torture ou de séquestration dont elle serait victime. Le colonel Blaise, d'ailleurs, occupait quelle fonction? Pour être éclaireur, comme le disait monsieur le procureur, il occupait quelle fonction? Pour être éclaireur du CNDD. Ça, je tombe des nues. Parce que j'ai entendu le procureur dire ce jour-là, non, il était même l'un des éclaireurs. Il occupait quelle fonction? Il n'était pas membre du CNDD. Il n'occupait aucun poste de responsabilité, ni de commandement. Un simple agent. Comment pouvait-il être un éclaireur du CNDD? Je ne comprends pas. Et je demande, monsieur le procureur, où se trouve cette fameuse liste des recrues qui aurait été lue tantôt par le colonel, tantôt en présence du colonel Blaise. Vous n'avez pas produit cette liste. Il vous appartenait de produire cette liste. Comment le même Blaise pouvait être? C'est-à-dire à entendre le parquet dans ses réquisitions, c'est comme si le colonel Blaise occupait un cumul de fonctions. Comme si le colonel Blaise cumulait à la fois 3 fonctions, ou bien occupait à la fois 3 postes. Tantôt au camp Alpha Yaya, tantôt à Kaléa, tantôt aux services spéciaux. Comment lui seul, il pouvait occuper ces 3 fonctions à la fois? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Sur la prétendue non-assistance à personne en danger, je crois, j'ai largement exposé la fois passée. Donc, inutile de revenir là-dessus. Je vais quand même parler un peu de cette question de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Dans leur plaidoirie et réquisitions respectives, les conseils des parties civiles et les représentants du ministère public sollicitent la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, nonobstant l'irrecevabilité manifeste de cette demande pour chose jugée irrévocable, cette demande d'une prétendue requalification des faits constitue une violation flagrante, c'est bien une violation flagrante des droits de la défense. Je vais revenir dans les détails. D'abord, de l'irrecevabilité des réquisitions du ministère public aux fins de requalification tirées de la chose jugée irrévocable. Par l'organe de leur conseil respectif, juste pour un peu rappeler ce qui s'est passé bien avant la saisine de votre auguste tribunal, par l'organe de leur conseil respectif, les parties civiles avaient formellement interjeté appel de l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel, qui avait été rendu par le pool des juges d'instruction au motif que les faits poursuivis par le ministère public seraient
constitutifs de crimes contre l'humanité. Et suite à cet appel interjeté par les parties civiles, statuant en tout cas sur les mérites des appels interjetés par les conseils des parties civiles, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a, par l'arrêt numéro 23 du 18/5e mois 2018, vidé son délibéré et les a déclarés mal fondés en confirmant l'ordonnance querellée. Et les mêmes parties civiles, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les mêmes parties civiles, n'étant pas satisfaites, ont continué jusqu'à la Cour suprême. Donc, par l'organe de leurs conseils respectifs, les mêmes parties civiles ont exercé un pourvoi aux fins de cassation de l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Et la Cour suprême, qui est en tout cas la juridiction de censure des décisions rendues par les cours d'appel et les tribunaux en dernier ressort, la Cour d'appel a censuré, la Cour suprême du Mons a censuré, par son arrêt numéro 06 du 25/6 2019, la Chambre pénale s'est prononcée. Elle a rejeté du Mons. La Chambre pénale a rejeté le pourvoi comme non fondé. Donc, cette demande de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité, formulée par le ministère public dans ses réquisitions et appuyée par les conseils des parties civiles dans leur plaidoirie, a été définitivement tranchée par l'arrêt de réserve de la Cour suprême, lequel a d'ores et déjà acquis la force de chose jugée irrévocable. Donc, en vertu donc de l'arrêt de rejet de la Cour suprême qui a été rendu dans la même cause, entre les mêmes parties et portant sur le même objet qui est la requalification, il est cher de déclarer le ministère public irrecevable en ses réquisitions pour chose jugée irrévocable, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale. Subsidiairement, Monsieur le Président, honorables assesseurs, le cabinet du pour des juges d'instruction et la deuxième chambre du contrôle de l'instruction ont fait une bonne application, en tout cas ont bien observé le principe de la légalité des délits et des peines, autrement appelé la légalité criminelle. Ce principe a été observé, ce principe qui est consacré par les dispositions de l'article 6 du Code pénal. L'article 6 du Code pénal qui dispose en ces termes: sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Mieux, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, le ministère public n'a exercé aucun recours. Le ministère public n'a exercé aucun recours contre ces différentes décisions. Il n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance querellée, aucun recours contre l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, la Cour d'appel de Conakry, aucun recours. Ce qui veut dire que le ministère public était favorable à cette décision qui a été rendue parce que c'était du droit. Comment voulez-vous, Monsieur le procureur, que les accusés soient jugés sur des faits qui n'ont pas fait l'objet de poursuites? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Autrement dit, comment le tribunal de ce siège peut requalifier les faits poursuivis en crime contre l'humanité alors que les accusés ici présents n'ont jamais été interrogés sur ces nouvelles
infractions dont l'adoption est manifestement postérieure aux événements du 28 septembre 2009. Non, c'est pratiquement impossible. C'est juridiquement inadmissible. En tout cas, le colonel Blaise Goum n'a pas été poursuivi pour des faits de crimes contre l'humanité. Il n'a jamais été interrogé pour crimes contre l'humanité. Il a été plutôt poursuivi pour meurtre, assassinat, complicité de viol, coups, blessures et violences volontaires, vol à main armée. Il a été interrogé sur ses chefs d'accusation et non sur des faits de crimes contre l'humanité. Il est donc juridiquement inadmissible et illégal que le parquet requiert la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité à cette phase des plaidoiries et réquisitions. C'est inopportun. C'est d'ailleurs une atteinte grave aux droits de la défense et une violation délibérée des articles 5 et 6 du Code pénal de la part du ministère public. D'où il échait de rejeter purement et simplement les réquisitions du ministère public tendant à la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité comme inopportune et infondée. Même la liberté de qualification, puisque le ministère public a pris cela comme étant une autre arme contre la défense. Que non, vous n'êtes pas saisi de qualification, Monsieur le Président, vous êtes saisi des faits. Même la possibilité de qualification et de requalification, ou le pouvoir de qualification et de requalification conféré aux juges du jugement trouve ses limites, je dis bien trouve ses limites dans le strict respect des droits de la défense. Et détrompez-vous, monsieur le procureur. Je dis bien détrompez-vous. Ce n'est pas parce que les avocats de la défense ont déposé des conclusions, peut-être vous pensez ainsi. C'est pourquoi je dis détrompez-vous. Il faut que j'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que les avocats de la défense ont déposé des conclusions et fait des observations orales suite à votre demande de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité que vous allez dire que les droits de la défense ont été respectés. Non. J'ai dit non. Non. Dès lors que les accusés n'ont pas été poursuivis et interrogés sur des faits de crimes contre l'humanité pour être à même de se défendre, le tribunal criminel de ce siège ne peut procéder à une requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité dans sa décision à intervenir. Il ne le peut pas. Le tribunal doit plutôt examiner et statuer sur les faits dont il est saisi par l'ordonnance de renvoi et sur lesquels les accusés ont été interrogés au cours des débats. C'est ce qu'il faut, monsieur le procureur. Au moment de la commission des faits poursuivis par le ministère public, en tout cas en 2009, les crimes contre l'humanité n'étaient pas prévus par le Code pénal de 1998, sous l'empire duquel ces faits-là sont poursuivis par le ministère public. D'où l'inexistence ou l'absence d'éléments légaux.
Donc, vous allez poursuivre nos clients pour crime contre l'humanité sur la base de quoi alors? De quelle disposition légale? Alors que le code en vigueur, en tout cas sous l'empire duquel vous avez engagé des poursuites, c'est le code pénal de 1998 et non celui de l'an 2016. Pas celui en tout cas du 26 octobre 2016, qui est postérieur au fait poursuivi. Monsieur, Nul crime, décoiffez-vous. nulle Monsieur, peine. on vous a dit à la rentrée d'enlever votre casquette. Vous la remettez encore. Allez-y. D'accord. Nul crime, nulle peine, sans loi. Autrement dit, pas d'infraction, pas de sanction sans texte de loi. Comment voulez-vous poursuivre nos clients pour crime contre l'humanité? Alors que l'adoption ou bien l'internalisation de ces infractions, en tout cas dans notre arsenal répressif, est de 2016. Comment voulez-vous? Ça ne tient pas. En tout cas, à la date du 28 septembre 2009, les crimes contre l'humanité n'étaient pas prévus et punis par la loi pénale guinéenne. On va m'opposer peut-être non. Le statut de Rome est d'application immédiate dès après l'accomplissement des formalités de ratification. Si tel est le cas, monsieur le procureur, une question à l'appréciation souveraine du tribunal. Si tel est le cas, pourquoi, pour quel intérêt le législateur guinéen aurait pris le soin de combler ces vides juridiques, aurait pris le soin d'insérer en tout cas les crimes contre l'humanité dans le code pénal du 26 octobre 2016. Pour quel intérêt? Puisque vous dites que c'était d'application immédiate, on n'a pas besoin de l'interner dans un texte national. C'était d'application immédiate. Mais pour quel intérêt alors le législateur va œuvrer pour son insertion ou son internalisation dans le code pénal de 2016? Donc, c'est en 2016 que le législateur guinéen a procédé à l'internalisation des crimes contre l'humanité, donc à l'incriminalisation. Donc, sur la question d'internalisation, le statut de Rome, en tout cas en ce qui concerne ces cas précis, n'est pas d'application immédiate. C'est pourquoi le législateur guinéen a pris le soin de l'interner, d'interner ces crimes contre l'humanité dans notre arsenal répressif de 2016. Donc c'est pour son application aux faits postérieurs à l'adoption de ce code. Je ne vous apprends rien sur le principe, je ne vous apprends rien, monsieur le procureur, sur le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale de fond, puisque vous avez tendance même à confondre les lois de fond aux lois de forme ou de procédure. C'est pourquoi je précise que je n'ai rien à vous apprendre sur la non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Vous connaissez, et ce principe a été consacré par les dispositions de l'article 6 du Code pénal. Donc, le ministère public ne saurait donc prospérer en ses réquisitions aux fins de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, mon client, en l'occurrence le colonel Blaise, n'a pas été interrogé sur les chefs d'accusation de crimes contre l'humanité pour être à même de s'expliquer ou de se défendre contradictoirement. Donc, il est donc inopportun, injuste et illégal qu'on vous demande
à cette phase des plaidoiries et réquisitions, après la clôture des débats, de procéder à une prétendue requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Par ailleurs, Monsieur le Président, en sollicitant la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité dans ces réquisitions, il est allé de constater que le ministère public a abandonné ses chefs d'accusation contre nos clients. En tout cas, ces chefs d'accusation de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, blessures, violences volontaires et de vol à main armée allégués contre le colonel Blaise, qui sont des infractions de droit commun. Parce qu'il sait que le dossier est vide dans ce sens. Il sait que rien ne peut être retenu contre les accusés qui sont là, dans ce sens. On parle, non, Monsieur le Président, il n'y avait pas de volonté politique, mais quand la volonté politique a été manifestée par l'avènement du CNRD, avec le ministre Charles Rat, pourquoi vous n'avez pas demandé de supplément d'information? Puisque la loi vous le permet, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donc, il est cher, ce président, d'acquitter purement et simplement le colonel Blaise. Autrement dit, le ministère public, conscient que les faits poursuivis ne sont pas constitués, ni établis, ni imputables aux accusés, notamment au colonel Blaise, qui clame son innocence et sollicite son acquittement, le ministère public s'est rétracté pour demander une prétendue requalification des faits en crime contre l'humanité. C'est un acquiescement, c'est d'ailleurs un acquiescement de nos moyens de défense. C'est un acquiescement de votre part, monsieur le procureur, de nos moyens de défense. Il revient donc à vous, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, de mettre un terme à cette aventure ambiguë. Oui, c'est une aventure ambiguë. Comme le disait Cheikh Hamidou Kane dans son roman, c'est une aventure ambiguë de la part de Monsieur le procureur et de ses distingués substituts.